Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Stéphane Teboul, donc conseil en gestion de patrimoine sur Paris et en Israël également. Donc l'idée de cette réunion de ce matin, c'est d'aborder très vite et donc en superficialité, pardon, tous les éléments qui pourraient être importants en vue d'une alia. Et il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on va passer très très vite sur chacun des sujets. Je vous conseille de noter vos réponses ou de les envoyer à Rachel et puis on aura une session de questions-réponses tout à l'heure. Donc effectivement, on a de plus en plus d'internationalisation. Il y a beaucoup d'Européens qui vivent dans un autre pays. La mobilité maintenant est en perpétuelle croissance. Il y a une mobilité des gens, mais il y a également une mobilité des biens. Il y a beaucoup de gens qui ont, et pas forcément en Israël, une maison, un appartement. Ça peut être en Espagne, au Portugal, en Grèce, aux États-Unis. Donc, effectivement, il y a une mobilité de personnes pour des raisons professionnelles, familiales, religieuses, quelquefois, souvent au moment de la retraite, et puis une mobilité des biens avec acquisition de certains biens à l'étranger. Les éléments qui sont importants pour la France sont tout d'abord la détermination de la résidence fiscale. Et cette détermination de résidence fiscale entraîne, lorsqu'on est résident fiscal français, une obligation fiscale illimitée. Ça veut dire que on doit payer de l'impôt, des impôts en France. Et des impôts, il y en a plusieurs. Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, impôt de plus-value, etc., droit de succession. Cette obligation fiscale est illimitée sur la totalité des biens mondiaux. Évidemment, lorsqu'on est non résident en France, on a quand même une obligation fiscale qui est limitée aux biens qui sont situés en France. Donc, ça a une importance au moment où on fait son alia. Est-ce qu'on prend tout son patrimoine avec soi ou est-ce qu'on en laisse un petit peu en France, un petit peu, beaucoup? Toute la question est là. Alors, les critères alternatifs prévus à l'article 4B du CGI. L'article 4B du CGI, c'est celui qui détermine si oui ou non on est français. Alors tout d'abord, le premier et qui est le plus évident, c'est l'endroit où on vit. Donc, ce foyer ou ce lieu de séjour principal est absolument primordial. C'est le premier dossier, le premier critère. Il y a un deuxième critère qui est important également, qui est un critère d'ordre professionnel. On peut très bien vivre à l'étranger, mais avoir conservé son activité en France, d'autant plus qu'aujourd'hui, on bénéficie, et nous, chez Experalia, on en bénéficie depuis quelques années, depuis le Covid, de cette possibilité de travailler à distance. Donc, on a un certain nombre d'activités comme ça qui arrivent à s'effectuer à distance. Alors, pour un chirurgien dentiste, c'est pas le cas, mais je peux vous dire pour le connaître et l'avoir vu à plusieurs reprises que des experts comptables continuent de conserver leur cabinet en France, connaissent la fiscalité française parfaitement et par contre vivent en Eretz. Et puis, il y a un troisième critère qui est un critère d'ordre patrimonial qu'on appelle le centre des intérêts économiques. Je le résumerai de cette manière. Vous ne pouvez pas dire je vis en Israël et je travaille en Israël, mais je laisse tous mes biens en France. Par contre, comme j'ai un passeport israélien, regardez, je veux payer mes impôts en Israël. Ben non, si vous laissez l'essentiel de votre patrimoine en France, alors effectivement, le centre des intérêts économiques se trouve en France et à une époque où on parle d'intelligence artificielle et de progrès énormes qui sont effectués en informatique, ça va très très vite et les services fiscaux utilisent largement tous les progrès qu'on a fait en informatique. Alors, je vais essayer d'aller vite hein, parce que le sujet est large. Donc, la détermination de la résidence fiscale, bien évidemment, ceux qui vivent en France ou ont leur foyer d'habitation permanent, euh, effectivement, vont payer tous leurs impôts en France. Je vous donne un exemple tout simple, mais je reviendrai après. Voilà, donc il y a plein d'arrêts du Conseil d'État. On a une multitude donc d'arrêts
et on a de la jurisprudence. L'activité professionnelle principale en France, même chose. Le centre des intérêts économiques en France, même chose. Beaucoup de jurisprudence. Après, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou des circonstances exceptionnelles. Un cas est très célèbre, c'est celui de Yannick Noah, qui, en tant que tennisman, il y a longtemps, hein, en tant que tennisman professionnel, voyageait tout le temps et effectivement avait, on va dire, entre deux tournois, une maison qui était en Suisse, mais le fisc français ne l'a pas entendu de cette oreille, puisque les enfants de Yannick Noah vivaient en France, allaient à l'école en France. On a considéré que son centre familial était en France et on lui a fait payer des impôts en France alors qu'il était en France peut-être 1 mois et demi ou 2 mois dans l'année et qu'il avait une autre résidence principale en Suisse. Bon, évidemment, le lieu de résidence d'enfants majeurs est sans incidence pour déterminer le lieu du foyer des parents. On parle d'enfants mineurs. Il y a aussi le cas des soins médicaux qui rendent nécessaire la présence en France et qui peuvent caractériser des circonstances exceptionnelles sans que cela entraîne le transfert du foyer en France. Oui, il y a une tolérance là-dessus parce qu'on est très, très attaché à notre carte vitale. Et si malheureusement on était à l'hôpital, en clinique ou en convalescence en France, eh bien effectivement, ça ne remet pas en cause, même si une année on avait passé un peu plus de 6 mois en France, ça ne remet pas en cause pour raison médicale jusqu'à présent le fait qu'on soit résident fiscal étranger. Alors, les notions de foyer, de lieu de séjour principal sont exclusives l'une de l'autre. La notion de foyer renvoie à celle de résidence habituelle et revêt donc un certain caractère de permanence. C'est un critère prioritaire de l'imposition. Mais le séjour principal en France est caractérisé lorsque le contribuable a résidé en France plus longtemps que dans aucun autre État au cours de la même année. Donc, il ne s'agit pas de 6 mois. Il s'agit du temps qu'on a passé. Vous pouvez très bien passer 5 mois en France 4 mois en Israël et 3 mois en pérégrinations diverses et variées, en vacances, c'est bien en France que vous avez passé le maximum de temps, même si on ne dépasse pas les 6 mois. Et aujourd'hui, il y a de la coopération entre les services fiscaux, donc il faut vraiment faire très très attention à ce niveau-là, sauf si on décide de continuer de payer ses impôts en France. Évidemment, peu importe que les intéressés vivent à l'hôtel ou voilà, ce qui est important, c'est le temps que vous avez passé en France. Et vous savez que chaque fois qu'on passe une douane, que ce soit en Israël ou que ce soit en France, on sait quel jour vous êtes rentré, quel jour vous êtes sorti. Euh, alors, l'activité professionnelle, c'est une activité professionnelle salariée ou non, sauf si cette activité est exercée à titre accessoire. Accessoire, ça signifie qu'on a une autre activité avec laquelle on passe plus de temps et on a des revenus supérieurs. Bon, on va passer vite. Une petite nouveauté, vous pouvez vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, avoir tous vos biens à l'étranger, mais si vous avez une entreprise, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il y en ait un de vous qui ait une entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. Donc, l'État a statué, vous êtes français. Voilà. Si votre entreprise est une entreprise d'une taille supérieure, avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, il y a eu une petite modification de la loi en ce sens. Alors, le centre des intérêts économiques en France, vous l'avez compris, notre gros problème, je dis notre au niveau d'Expert Alia, que ce soit moi, que ce soit Georges-David Benayoun, que ce soit notre avocat, que ce soit Nathaniel, un des deux Nathaniel qui sont experts comptables en Israël, on a un problème sérieux avec la résidence principale qui resterait en France. Voilà. Et souvent, on est attaché à sa résidence principale, donc on décide de partir en Israël, mais de conserver son ancienne résidence principale parce qu'on est habitué au quartier, à l'endroit, qu'il y a un certain affect,
pour ce lieu, mais il se trouve que souvent les impôts se raccrochent à l'idée que si vous n'avez pas vendu votre résidence principale et que vous y revenez de temps à autre, alors effectivement, c'est un critère important pour la désignation du centre des intérêts économiques en France. Voilà. Euh, En cas de pluralité d'activités ou de sources de revenus, le Conseil d'État considère que le centre des intérêts se trouve dans le pays où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Ça, c'est relativement récent. Et la détermination du centre des intérêts économiques est fonction du poids prépondérant des revenus perçus en France ou à l'étranger et par année d'imposition. Bon, quelquefois, il y a un conflit de résidence, donc dans ces cas-là, on laisse les États se débrouiller entre eux. Il y a une convention fiscale, en tout cas, entre la France et Israël, et il y a des critères consécutifs, c'est-à-dire on a un premier critère, un deuxième, un troisième, un quatrième, et au bout d'un moment, on dépend d'un centre d'impôt ou d'un autre, mais il n'y a jamais de double imposition entre la France et Israël. Voilà, un individu sera considéré comme résident fiscal en Israël s'il y séjourne plus de 183 jours, parce que c'est sûr que si vous restez en Israël plus de 6 mois dans l'année, bah, il n'y a aucun autre pays dans le monde dont la France, où vous pouvez rester plus de 6 mois. Donc, par définition, plus de 6 mois en Israël signifie que vous pouvez venir en France quand vous voulez, même 5 mois et 5 mois et demi, ça poserait aucun problème. Sauf si vous avez conservé le centre de vos intérêts économiques. Alors, on comprend bien que les résidents fiscaux sont soumis à une obligation fiscale illimitée. Par contre, quand on est non-résident, on est soumis à une obligation fiscale limitée aux seuls biens qu'on a conservés en France. Donc, si on a conservé des actifs en banque, ben, on payera la fiscalité sur les plus-values. Si on a conservé de l'immobilier, on payera toute la fiscalité relative à l'immobilier, que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière ou les droits de succession. Bon. Alors, la Convention, je vous l'ai dit, je vous le redis, permet de déterminer la résidence fiscale en cas de conflit de résidence et surtout d'éviter les doubles impositions. Alors, il y a un cas particulier quand même qu'il faut que vous connaissiez, c'est celui de l'immobilier. Alors, il faut comprendre que vous conservez de l'immobilier en France, la fiscalité française est supérieure à la fiscalité israélienne sur l'immobilier, donc on n'a pas de double imposition. Dans le cas où on n'a pas payé d'imposition en Israël, parce que vous savez que quand on est inférieur, je ne sais pas si tu l'as en tête, Rachel, je crois que c'est 5200 shekels par mois. Non, c'est un peu plus que ça. À l'époque, c'était 6 500. Je pense que maintenant, c'est un peu en dessous de 6 000. Mais je ne sais pas le chiffre Bon, exact. C'est... retenez aux alentours des 6000, on vérifiera, mais comprenez qu'il y a une fiscalité en Israël qui pourrait ne pas s'appliquer si vous choisissiez l'exonération, si les revenus locatifs que vous avez est inférieur à 6 000 shekels par mois, ce qui fait à peu près 1500 euros. Mais, il y a un grand mais, si vous n'avez pas payé de fiscalité en Israël, vous êtes tenu de la payer en France, de déclarer ses revenus locatifs en France. Donc, je crois que l'option d'exonération, et ça a été extrêmement bien fait par Nathaniel, notre expert comptable en Israël, et qui nous a précisé, et c'est contraire à la notion intuitive qu'on peut avoir, qui nous a précisé qu'il ne fallait pas opter, que c'est un système qui n'est pas intéressant, cette exonération de fiscalité. Il vaut mieux choisir autre chose en Israël, c'est bien plus intéressant, mais c'est comment dire, c'est un webinaire extrêmement intéressant et qui permet de remettre les idées en place par rapport à ce que nous pourrions penser intuitivement. Euh, Bon, vous l'avez compris, on essaye d'éviter les doubles impositions, mais pas créer des doubles exonérations. C'est tout le problème d'Israël. Les Portugais étaient dans le même cas.
Et pour éviter ces problèmes, ils ont modifié leur fiscalité qui était absolument nulle pendant 10 ans, qui était à zéro, et ils ont maintenant une fiscalité à 10%. Mais cette fiscalité qui est payée au Portugal et qui est extrêmement faible quand on décide de partir au Portugal, fait que la France ne peut plus derrière demander une imposition quelconque, parce qu'on a payé un impôt. Donc comprenez bien que le principe d'une convention fiscale, c'est pas d'éviter une double imposition, mais pas de créer une double exonération. Alors, on va passer vite là-dessus. Alors, en matière de donation et de succession, c'est important. C'est pas pour tout de suite, c'est même pour dans très longtemps si Dieu veut. Mais en tout état de cause, l'article 4B du CGI apprécie la donation, plutôt la succession, à la date du fait générateur de l'impôt. Alors, c'est la date du décès. Alors, les précautions à prendre. Pour les personnes ayant une ou plusieurs résidences secondaires en France, pour les personnes ayant leur activité professionnelle principale en France. Alors, lorsqu'on déménage, il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on garde. Mais regardez parce que la liste est longue. Il y a la facture du déménagement, il y a les aspects douaniers, il y a la date d'inscription des enfants à l'école lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs, il y a la date de prise de bail ou résiliation en France, et puis éventuellement date de prise de bail en Israël, la date d'achat ou de vente de la résidence constituant le domicile, les informations des banques. Souvent, on conserve son compte en banque en France en se disant bah, je vais continuer de percevoir des loyers, etc. Donc, je conserve mon compte en banque. Mais il faut absolument avertir son banquier que désormais, c'est un compte non résident. Si on n'a rien changé, le fisc est fondé à penser que vous êtes toujours résident fiscal français, puisque vous êtes dans la continuité absolue de comptes que vous avez depuis plusieurs années dans la même banque. Il faut évidemment informer par recommandé le centre des impôts de sa nouvelle adresse en précisant que cela emporte transfert de résidence fiscale hors de France. Bah, souvent, il faut aller au consulat en Israël pour préciser qu'on est arrivé au-delà des démarches qu'on a pu entreprendre en France. Il y a surtout, et c'est là-dessus que je vais essayer d'intervenir ou vous accompagner, c'est la réorganisation du patrimoine. On ne peut pas se dire simplement je pars, je laisse tout tel que. Il y a des formalités liées à l'exit tax lorsqu'on a une entreprise assez importante. Il y a l'information des caisses de retraite françaises, l'information des compagnies d'assurance et surtout, n'oubliez pas, il y a toujours la consommation d'EDF, d'électricité sur votre ancienne résidence principale française. Donc voilà, tout ça provoque des contentieux de résidence et il y a un recoupement des informations qui sont données par des tiers, EDF, Engie, le gaz, les relevés téléphoniques, les inscriptions scolaires des enfants, etc., etc., etc. Alors, les revenus immobiliers. Tout d'abord, il y a des résidents fiscaux français ayant des biens immobiliers à l'étranger. Donc, il y a un principe de taxation en France des revenus et des plus-values provenant de biens immobiliers situés à l'étranger, sauf disposition contraire, évidemment. Alors, dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est-à-dire, on ne va pas parler d'un pays, d'un petit pays africain ou asiatique, mais dans des pays qui font partie de l'OCDE, on a une imposition dans l'État dans lequel se situe l'immeuble. Sur les plus-values immobilières, c'est la même chose, imposition dans l'État où se situe l'immeuble. Alors, il y a certaines méthodes qui sont évitées par les conventions internationales pour éviter la double imposition. On appelle ça le taux effectif, on appelle ça le crédit d'impôt, on appelle ça alors, crédit d'impôt qui peut être égal à l'impôt étranger ou égal à l'impôt français. En gros, vous payerez toujours l'impôt le plus élevé des deux. C'est-à-dire que si vous devez payer 10 d'un côté et 30 de l'autre, on ne vous fait pas payer 40. Là où vous payez 30, on tient compte des 10 que vous avez déjà payés, mais au total, vous payez 30.
Pour les contributions sociales, c'est un petit peu plus compliqué, on y reviendra dans les cas particuliers. Lorsque des non-résidents ont des biens en France, cette fois-ci, on a un barème progressif pour les non-résidents qui est de 20% lorsqu'on est à peu près à 28 000 € de revenus annuels, c'est-à-dire, ça fait quoi? Ça fait 2300, 2350 € par mois. Donc là, on est taxé à 20%, plus 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui fait 37,2. Lorsqu'on est au-delà de ce montant, on est à 30%, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc rendez-vous compte, vous êtes déjà à 47,2% de ce que le bien vous rapporte en loyer. Je vous signale simplement que, en plus, il y a un certain nombre de frais déjà vis-à-vis de l'État, on a la taxe foncière, mais après, on a l'entretien du bien et puis on a un syndic qui s'occupe de vous percevoir les loyers. Donc, à l'arrivée, c'est moyennement intéressant, voire même pas intéressant du tout, de conserver des biens en France. Mais, encore une fois, là-dessus, c'est très personnel, voilà. Donc, sur le transfert de résidence, je passe sur les décisions. Retenez simplement sur la résidence principale qui a été la vôtre que, à partir du moment où vous montez dans l'avion pour partir en Israël et faire votre alia, ce n'est plus votre résidence principale. Or, en France, on paye de l'impôt strictement sur tout argent qu'on a pu gagner, sauf sur un. C'est le seul, c'est la vente de la résidence principale. Donc, je ne dis pas qu'il faut l'avoir vendue avant d'être monté dans l'avion pour faire son alia, il ne faut pas exagérer, il y a des cas particuliers. Euh, la tolérance fiscale, c'est de l'avoir vendu avant le 31 décembre de l'année qui suit l'alia. Donc, vous faites votre alia aujourd'hui, en février 2024. Il faut avoir vendu votre résidence, votre ancienne résidence fiscale française avant le 31 décembre 2025. Mais il faut vraiment ne pas l'avoir louée ou ne pas l'avoir prêtée pendant cette époque-là. Si elle est occupée, vous perdez le principe que c'est votre résidence principale. Et cette fois-ci, vous revenez dans la fiscalité de droit commun qui exonère de plus-value au bout de 22 ans et qui exonère de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Donc, il ne faut absolument pas rater cette vente de résidence principale. Évidemment, il y a un cas de figure, ça n'est pas applicable si le bien est détenu par une SCI. Mais il y a peu de gens qui font l'erreur de détenir leur résidence fiscale dans une SCI. Je passe vite. Bon, ça, c'est l'impôt de plus-value. L'assurance vie. Les assurances vie qui sont souscrites en France présentent l'inconvénient d'appliquer la fiscalité française même si vous vivez dans un autre pays, même si vous décédez dans un autre pays, même si vous travaillez dans un autre pays. Donc effectivement, on a un petit problème avec ces assurances vie, et sauf si on a plus de 70 ans et qu'on a souscrit son contrat avant ces 70 ans, et où on a des exonérations fiscales qu'il faut conserver, on conseille la plupart du temps de revoir les contrats d'assurance. D'autant plus que partant en Israël, puisqu'on est en train de parler de l'ALIA ce matin, vous n'avez plus forcément de contact avec votre conseiller ou avec votre banquier. Voilà, mais pour autant, chaque cas est un cas particulier, donc il faut absolument regarder ça. La grande majorité des cas que j'évoquais, c'était les primes versées après le 13 octobre 98 et avant l'âge de 70 ans. Donc effectivement, celles-là apportent des exonérations particulières qui sont listées dans l'article 990 du CGI. Voilà. Alors ça, donc c'est des exonérations en cas de décès. Je vous les indique, c'est 152 500 € par bénéficiaire. Par contre, il n'y a pas que le décès dans la vie, il y a la vie, et pendant toute la durée où vous vivez et où de temps en temps vous reprenez de l'argent sur votre contrat, pour peu qu'il ait gagné de l'argent,
et qu'il est externalisé des plus-values, enfin qu'on externalise au moment où vous reprenez votre argent, tant que c'est dans le contrat d'assurance, ça peut monter, ça peut descendre, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à payer de fiscalité. Mais le jour où vous dites stop, j'ai mis 50, aujourd'hui j'ai 70, je retire 70, ben vous avez bien gagné 20 et il y a une application de la fiscalité. Donc dans les anciens contrats souscrits entre le 26 septembre 97 et le 27 septembre 2017, moins de 4 ans, on avait un prélèvement de 35%, entre 4 et 8 ans de 15%, et plus de 8 ans, c'est 7,5%. Donc il y avait un petit avantage dans les anciens contrats. Voilà. PFL signifie prélèvement forfaitaire libératoire. Pour les nouveaux contrats souscrits depuis le 27 septembre 2017, moins de 8 ans, on a 12,8% de fiscalité et plus de 8 ans. Pour les petits contrats qui sont inférieurs à 150 000 euros, on a la même fiscalité qu'avant qui est 7,5. Et pour les contrats supérieurs à 150 000 euros, on est à 12,8. Mais croyez-moi, c'est pas grand-chose, 12,8 de fiscalité. Je vis en France depuis trop longtemps pour considérer que c'est beaucoup. Et en cas de décès, je vous l'ai dit, inférieur à 152 500 euros, il y a une exonération. Sur les 700 000 euros suivants, donc jusqu'à 852 500 euros, il y a une taxation au taux de 20%. Et enfin, si vraiment on en était à laisser à ces bénéficiaires plus que 852 500 euros à chaque bénéficiaire, eh bien à ce moment-là, on serait taxé au taux de 31,25. Mais enfin, moi, j'ai jamais vu jusqu'à présent. Euh, le cas particulier des contrats souscrits avant 98, c'est qu'ils sont exonérés. Sur les contrats qui sont versés après 70 ans, il y a une taxation. Il y a une simple exonération de 30 500 euros. Donc, vous pouvez verser 500 000 euros. Il n'y a que 30 500 euros qui seront exonérés de fiscalité. Donc, tout l'intérêt, bien sûr, on va trouver des avantages, d'autres avantages au versement après 70 ans, mais c'est pas le sujet de ce matin. Comprenez que si vous êtes limite, il faut absolument organiser son patrimoine avec les bons contrats d'assurance, des contrats d'assurance pérennes, euh, avant les 70 ans. Alors, ce qui est important, c'est le dénouement du contrat d'assurance vie, euh, la fiscalité, notamment en cas de décès, après abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, doit être appliquée dès lors que le souscripteur avait sa résidence fiscale en France lors de la souscription, et ce, quelles que soient les modifications survenues ultérieurement dans sa domiciliation. Donc, vous avez souscrit à 45 ans un contrat d'assurance vie en France. À 50 ans, vous partez en Israël. Votre contrat n'a passé que 2 ans en France. Vous décédez à 92 ans, c'est-à-dire 42 ans après avoir fait votre alia, mais votre contrat a été souscrit en France, donc il sera taxé en France. Comprenez bien que si vous faites votre alia, il y a vraiment du ménage à faire dans ces biens immobiliers, dans ces contrats d'assurance vie, il y a beaucoup de choses. Bon, l'exit tax, effectivement, c'est pour les sociétés dont la valeur globale excède 800 000 euros et à partir du moment où on détient au moins 50% des bénéfices sociaux d'une société. Ce sont des cas particuliers qu'il faut traiter avec notre fiscaliste, avec Georges David Benayoun. Après, il y a encore un petit vice par rapport à votre mariage. Vous pensez que vous êtes marié en communauté légale réduite aux acquis, eh bien, dans certains cas de figure, vous pouvez passer en séparation de biens ou l'inverse, être en séparation de biens et passer en communauté à l'insu de son plein gré. Donc, il faut aussi, de ce côté-là, regarder quel est le statut de votre régime fiscal et éventuellement aller voir un notaire pour pouvoir le modifier. Parce que si vous ne faites rien, il y a des cas, effectivement, pour les mariages qui ont été célébrés avant le 1er septembre 92, on n'a aucun problème. Le régime matrimonial est fixe. Il ne changera jamais. Mais
du 1er septembre 92 au 28 janvier 2019, ce qui fait quand même 27 ans. Donc, si vous êtes marié il y a plus de 3 ans et il y a moins de 30 ans, eh bien, on est dans la Convention de La Haye. Et là, il peut y avoir une mutabilité du régime matrimonial. Ça veut dire que, à l'insu de votre plein gré, il peut changer et il peut donc changer les règles de droit de succession et les règles de détention dans votre patrimoine par l'un et par l'autre des époux. Je ne veux pas plus développer. Et maintenant, depuis le 29 janvier 2019, on s'est rendu compte que c'était extrêmement dangereux, cette histoire-là. Et donc, on est repassé à une loi unique avec à nouveau une fixité du régime matrimonial. La succession. La succession, plutôt que de vous présenter quelque chose, je vais vous donner les 3 cas de figure où la France se rattache à une succession. Alors, elle se rattache à une succession pour toutes les personnes qui ont leur lieu de résidence en France. C'est une évidence, vous vivez en France, vous décédez en France en tant que résident fiscal français et vous payez donc de l'impôt de succession sur la totalité de votre patrimoine français. Non, mondial. Mondial. Deuxième cas de figure, vous partez vivre en Israël, mais vous laissez quelques biens en France. Eh bien, vous aurez effectivement des droits de succession qui seront appliqués sur la partie française. Moi, je trouve ça logique parce que je baigne dans la fiscalité française depuis toujours, donc c'est pas quelque chose qui me choque, mais pour quelqu'un qui pense qu'il s'en va et qu'il va dans un pays où il n'y a pas de droit de succession, c'est un petit peu choquant, donc il vaut mieux être averti. Et justement, avant de faire son alia, il faut vraiment se poser la question si on vend sa résidence principale ou on la conserve jusqu'à ce que mort s'en suive, avec les conséquences que ça peut entraîner. Dernier sujet qui est important, la France a considéré que même si vous êtes parti en Israël ou ailleurs et que vous avez la totalité de vos biens avec vous, vous avez tout vendu avant de partir de France, vous avez acheté une résidence fiscale en Israël, vous avez votre argent en Israël, en Suisse, au Portugal, enfin ou au Luxembourg, dans un pays dans lequel vous pouvez déposer vos actifs avec de gros avantages fiscaux. OK, mais si vos héritiers se trouvent en France, alors il y a à nouveau application des droits de succession, même si tous vos biens sont